Et yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis encore et toujours à la bourse aux reptiles d'Arras, donc le Reptile Day, et je suis en compagnie du grand fameux Karim Dawes. Bonjour. Bonjour Karim, est-ce que en quelques mots tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Karim Dawes, je suis le gérant et créateur de la ferme tropicale. J'ai commencé il y a plus de 23 ans cette activité. Donc je suis éleveur de reptiles, je suis terrariophile, j'écris des livres et je fais plein de choses avec les animaux. Et donc je suis un passionné qui a réussi à en vivre. Quel est votre parcours dans la terrariophilie et comment avez-vous créé la ferme tropicale? En fait, la ferme tropicale, c'est pas un acte réfléchi, c'est un acte manqué. J'étais éleveur de reptiles, j'avais pas mal de contacts à droite à gauche, j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai arrêté à 17 ans. Et passionné, je voulais en faire mon métier. Je suis allé voir au muséum d'histoire naturelle, je suis allé voir chez les vétos. C'était pas vraiment mon truc. Et donc j'ai trouvé que la vente me correspondait, plutôt un contact facile. Et en fait, la vente m'a permis de découvrir, d'apprendre au quotidien sur ces animaux. Et aujourd'hui, j'aime la vente, c'est sûr. J'aime la gestion d'entreprise. J'ai appris à être chef d'entreprise. Et j'ai toujours ce même attrait, ce même amour des animaux. Mais le terme amour, en fait, il est galvaudé. C'est une passion. J'ai pas besoin de les toucher pour les observer. Oui. Mes animaux n'ont pas de petit nom. D'accord. Donc j'ai fait ça par conviction. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous pour ceux qui sont fascinés d'animaux vivants, de reptiles, tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Convention de Washington? C'est vrai qu'en terrariophilie, on en entend beaucoup parler et c'est vrai que c'est un peu flou pour des terrariophiles amateurs comme moi, par exemple. Je vais essayer de condenser un peu les choses, Ouais. mais la Convention de Washington, c'est une convention internationale. Convention internationale, ça veut dire qu'elle s'applique dans tous les pays du monde qui l'ont ratifiée. Aujourd'hui, le monde entier. Et cette Convention de Washington va fixer des statuts de protection différents selon la menace qui pèse sur chaque espèce. Globalement, annexe 1, commerce impossible. Annexe 2, commerce possible mais avec des permis. Annexe 3, commerce réglementé au niveau local. En Europe, on parle du règlement d'application de la Convention de Washington, c'est un règlement CE 338/97, et on va parler d'annexe A, d'annexe B, d'annexe C, d'annexe D. Donc, globalement, annexe A, annexe 1, annexe B, annexe 2. Et donc pour les annexes 1, annexe A en Europe, il faut un permis individuel jaune, un certificat original avec un animal marqué. Annexe B, il faut une traçabilité, que ce soit un permis CITES ou un certificat de cession. Globalement, ça s'applique à tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'une espèce est protégée qu'elle est interdite de détention. Le piton royal, c'est un animal qui est en annexe B2, qui se reproduit très bien, qui est quand même protégé par la Convention de Washington. Il ne faut pas confondre protection et interdiction. Ok. Convention de Washington, il est dit qu'il faut être titulaire d'un certificat de capacité afin de pouvoir faire un élevage ou dans la vente d'animaux vivants. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le certificat de capacité justement? Alors, le certificat de capacité, c'est une obligation française. Ouais. Donc, il n'y a pas de lien direct entre le fait qu'une espèce soit protégée en annexe B par la Convention de Washington en Europe, la piton royal, et l'obligation d'avoir un certificat de capacité. Ça l'est pour les annexes A, donc les tortues d'Hermann, les tortues grecques ou les boas de Madagascar par exemple. Là, il faut avoir un certificat de capacité sous un certain quota, pour les tortues d'Hermann en particulier. Donc, le certificat de capacité, c'est une reconnaissance personnelle des compétences pour la personne qui s'occupe d'un établissement et une autorisation d'ouverture d'établissement. Mais il ne faut pas confondre espèce protégée et certificat de capacité. On peut avoir 30 pitons royaux chez soi et avoir l'obligation d'avoir un certificat de capacité parce qu'on est au-delà des quotas. Okay. C'est l'arrêté du 10 août 2004 qui fixe cela à travers à la fois les quotas et les espèces pour lesquelles on doit avoir un certificat de capacité. Donc, disposez-vous des formations afin d'obtenir le certificat de capacité? Le certificat de capacité est une obligation légale pour pouvoir travailler avec des animaux ou détenir certaines espèces. Et dans ce cadre, il est nécessaire d'avoir une certaine expérience. Et donc on peut passer le certificat de capacité dans un parc zoologique. On peut également obtenir cette expérience par le biais d'un centre de formation. C'est pour cela que nous avons créé, il y a 8 ans maintenant, un centre de formation professionnelle. Et donc nous faisons des formations préparatoires au certificat de capacité. Nous faisons également des formations pour les agents de l'État, soit l'ONCFS, les douanes, les pompiers, et également pour les particuliers. Une formation qualifiante pour pouvoir ensuite déposer un certificat de capacité. Mais le certificat de capacité, c'est la personne qui va le demander, c'est pas nous qui le faisons passer. Ouais. D'accord. Déjà souhaité ouvrir un autre établissement similaire à la ferme tropicale ailleurs à l'étranger ou un autre en France par exemple?
L'expansion de la ferme tropicale, c'est une question qui s'est posée assez naturellement en tant que chef d'entreprise. Nous avons ouvert un magasin à Lille que nous avons fermé il y a 2 ans. Pendant 2 ans, nous avons eu un deuxième magasin. Nous avons également un centre d'acclimatation qui se trouve à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne, qui n'est pas ouvert au public, qui nous permet d'avoir des animaux un petit peu hors normes, des crocodiles, des pitons géants et des choses comme ça. Et donc on a déjà plusieurs établissements. Le centre de formation, c'est un autre établissement. À l'étranger, nous avons un partenariat assez fort en Indonésie, mais qui va s'arrêter parce que l'Indonésie a une réglementation locale qui ne permet pas de développer ce partenariat. Et on a également un pied-à-terre à Miami qui nous permet d'obtenir des animaux du territoire américain. Avec l'expansion de la ferme tropicale, oui, ça ne se fait pas forcément directement en propre, ça se fait avec des partenariats. Et depuis 1 an, nous avons un centre d'élevage intégré. Nous produisons nous-mêmes 1 millier de boas, pitons et lapins. D'accord. Okay. De finir, oui, aux personnes qui n'ont pas pu faire des déplacements ici, juste ici à Arras, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu certaines espèces que vous avez ramenées ici sur le stand, qui vous feraient envie, enfin qui tapent un peu à l'œil, quoi, quelque chose de spécial? Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer à ce salon, je vais vous montrer quelques animaux qui, moi, m'interpellent. Pas parce qu'ils sont excessivement rares, des animaux qu'on peut trouver, mais parce qu'ils sont différents. On ne les voit pas forcément souvent. J'ai à vous montrer un Ligodactylus conraoui, qui est une toute petite espèce du Cameroun. C'est l'équivalent des Felzuma, donc un gecko diurne. C'est un animal qui est adulte là. Et pour vous donner une idée par rapport à mon doigt, vous voyez, c'est vraiment une toute petite espèce, mais qui est magnifique, qui vit dans les forêts primaires du Cameroun. C'est très agile, ça, par contre. C'est assez agile, oui, il faut faire attention. Faut avoir l'habitude de les manier. Pour rester dans les lézards, j'ai emmené des Uroplatus lineatus, qui sont des animaux qu'on trouve assez rarement en élevage. C'est très joli. Un lézard qui vit sur les bambous. Il est assez étonnant. C'est important. Il a un comportement tête en bas qui est assez intéressant quand on arrive à le faire. Et là, ça ne marchera pas non plus sur le micro, ça va faire du bruit. Mais il immobilise ses pattes avant en fait quand il est à l'arrêt pour ressembler justement à une branche. Un comportement typique de l'espèce. Et moi en fait, ce sont ces comportements qui peuvent paraître anodins, mais l'observation et la découverte de tous ces comportements qui me passionnent. Et en cela, la terralophilie est absolument infinie. On peut découvrir un comportement intéressant avec ce Bogona, mais on va en découvrir davantage et des comportements différents avec des espèces un petit peu hors normes comme celui-ci. Et pour finir, je vais vous montrer un serpent qui a un comportement assez dissuasif, d'un Philotamnus. Alors le Philotamnus, en fait, c'est une couleuvre africaine qui a la particularité d'avoir la gueule entièrement noire et qui va, lorsqu'elle se sent menacée, mais comme un mamba, qui va effectivement faire croire que c'est un mamba. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le mamba noir qui a la gueule entièrement foncée, bleu foncé, alors que le mamba vert n'a pas ce comportement. Et dans son biotope, il y a très peu de mamba noirs, mais beaucoup de mamba verts. Voilà, donc c'est un comportement défensif assez particulier, je ne sais pas si on va arriver à le voir. Ah, oui. C'est bon. Alors c'est de la dissuasion parce qu'on voit que l'animal ne me mord pas. Là franchement... Ah oui, exact. On dirait vraiment un mamba. Voilà, donc encore une fois, c'est un comportement défensif assez atypique qui moi me passionne. Ce ne sont pas forcément des animaux faciles à élever. Oui. C'est un serpent qui se nourrit. Non, c'est surtout que c'est un serpent qui ne se nourrit que de proies vivantes et en particulier de lézards et de grenouilles. Donc c'est pas donné à tout le monde. Mais quand on sait le regarder, quand on l'observe et qu'on lui consacre le temps nécessaire, c'est un animal qui moi me passionne. Merci beaucoup Karim. Merci. À bientôt. À bientôt.